Mon mari m'a envoyé un texto. J'en ai fini avec toi. Je déménage bientôt. Ne prends pas la peine de supplier. J'ai répondu, alors, dépêche-toi. Je suis rentré tôt à la maison, j'ai emballé toutes ses affaires et j'ai changé les serrures. Soudain, celui qui suppliait. C'était lui. Avez-vous déjà eu une relation où quelqu'un menaçait constamment de partir? Non pas parce qu'il le pensait, mais parce qu'il savait que cela vous ferait paniquer. Le poursuivre et lui prouver que vous teniez encore à lui. C'est exactement le sujet de l'histoire d'aujourd'hui, un mariage de 7 ans. 11 moments de « je te quitte » et l'unique fois où elle a finalement répondu par un seul mot qui a tout changé. Si les histoires de manipulation émotionnelle, de prise de conscience et de vengeance calme et calculée sont votre genre, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce qui va suivre. Allons-y. Je m'appelle Evelyne Harper. J'ai 36 ans et pendant 7 ans, j'ai été marié à un homme qui savait exactement comment partir sans jamais vraiment s'en aller. Le texto est arrivé pendant que j'étais au travail. Au milieu d'un mardi qui avait commencé comme tous les autres. Le café avait refroidi sur mon bureau. Un courriel non lu clignotait dans le coin de mon écran. Le bourdonnement bas et constant d'une salle de réunion au fond du couloir. Rien de dramatique. Rien qui ne laissait présager que ma vie était sur le point de basculer. Je déménage encore. Cette fois, c'est permanent. N'essaie pas de m'arrêter. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Assez longtemps pour que les mots perdent leur tranchant et deviennent des formes familières. Assez longtemps pour que mon corps se prépare à une réaction qui n'est pas venue. Encore. Ce mot n'avait pas besoin d'être écrit. Il planait là de toute façon, lourd et implicite. Comme si nous savions tous les deux exactement ce que c'était. Nous l'avions toujours su. Pour la plupart des gens, un tel message aurait l'effet d'un accident de voiture. Panique. Adrénaline. Ce creux dans la poitrine qui fait trembler les mains et divaguer les pensées. Telle avait été ma réaction la première fois. La deuxième fois, la troisième. Honnêtement, j'ai perdu le compte après un certain temps. Même si une partie de moi détestait avoir jamais eu besoin de compter. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelque chose en moi est resté silencieux. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas levé trop vite ni précipité aux toilettes pour surmonter le vertige familier. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes paumes ne sont pas devenues moites. Je n'ai pas rejoué notre dernière conversation, cherchant le moment où j'avais tout gâché. Le mot que j'aurais dû choisir plus soigneusement. Le ton qui aurait pu le pousser au-delà d'une limite invisible. Il n'y avait plus de limite, juste un calme plat et épuisé. J'ai relu le texto, plus lentement cette fois. Permanent. N'essaie pas de m'arrêter. Il avait utilisé ces mots exacts auparavant. Ou des mots assez proches pour que le sens soit identique. Une déclaration conçue pour paraître définitive tout en laissant juste assez de place à la négociation. Juste assez d'espace pour que je panique, que je le contacte. Que je prouve une fois de plus que je tenais assez à lui pour le poursuivre quand il s'éloignait. Par le passé, mes doigts auraient plané au-dessus du clavier. Formulant déjà des excuses que je ne comprenais pas. Des promesses que je ne pouvais pas définir. J'aurais demandé ce que j'avais fait de mal. Je l'aurais supplié de me parler, de rentrer à la maison, de ne pas recommencer, s'il vous plaît. Encore. Au lieu de cela, j'ai tapé un seul mot. D'accord. Je n'ai pas ajouté de ponctuation. Je ne l'ai pas adouci avec un point d'interrogation ni enjolivé avec de l'inquiétude. Je ne me suis pas expliqué. Je l'ai simplement envoyé et j'ai regardé le message devenir bleu. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais fait une erreur. Non pas parce que je voulais le reprendre. Mais parce que cela semblait si peu familier de répondre sans me préparer à l'impact. Comme poser le pied sur une marche que l'on s'attend à trouver et réaliser que le sol ne se dérobe pas. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné à ma réunion. Je ne me souviens pas de ce que quiconque a dit pendant la demi-heure qui a suivi. J'ai hoché la tête quand c'était approprié, pris des notes que je n'ai jamais relues. De l'extérieur, je devais paraître bien,
concentrée, professionnelle. La même femme que j'étais 1 heure plus tôt. À l'intérieur, quelque chose avait changé. Pas bruyamment, pas violemment, mais de manière décisive. Comme un interrupteur qui bascule enfin après des années à vaciller. Il n'a pas répondu pendant près d'1 heure. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je ne l'ai pas attrapé immédiatement. J'ai fini la phrase que j'étais en train de taper, j'ai sauvegardé le document. J'ai pris une respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. J'ai lu le message 1 fois, puis une autre. Le voilà. La confusion, la fissure dans le scénario. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. J'étais censé argumenter, plaider, lui demander de rester. Mon rôle avait toujours été clair, et pour la première fois, je ne le jouais pas. Je n'ai pas répondu. À midi, pendant que mes collègues parlaient des projets du week-end et d'un gâteau d'anniversaire dans le réfrigérateur de la salle de pause. Je suis sorti et j'ai appelé un serrurier. Ma voix semblait stable, même à mes propres oreilles, pendant que j'expliquais. J'avais besoin de faire changer toutes les serrures de ma maison cet après-midi-là. Il a posé quelques questions pratiques. Adresse, type de serrure, délai. Pouvez-vous être là pour 16 heures, ai-je demandé. Je peux être là pour 16h15, a-t-il dit. Ça marche. Quand j'ai raccroché, je suis resté là un moment, le téléphone toujours à la main. La ville bougeant autour de moi comme si rien d'important ne s'était passé. Des voitures passaient. Quelqu'un a ri à proximité. La vie, apparemment, continuait très bien. J'ai quitté le travail plus tôt, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était juste pas le genre d'urgence auquel les gens s'attendent. Le trajet jusqu'à la maison semblait surréaliste. J'avais fait ce trajet des milliers de fois. Souvent l'esprit déjà en train de s'emballer à propos de l'humeur dans laquelle mon mari pourrait se trouver quand je franchirais la porte. Serait-il distant, trop affectueux? Silencieux de cette manière tendue et cassante qui me prévenait que quelque chose se préparait? Ce jour-là, la maison était vide et silencieuse. La maison avait toujours été la mienne. Je l'avais achetée 3 ans avant notre mariage. Une modeste demeure dans un quartier qui semblait sûr et oubliable de la meilleure des manières. J'avais remboursé l'hypothèque en avance avec un héritage de ma grand-mère. Un fait qui avait été mentionné plus d'une fois au fil des ans, généralement sous forme de blague. Parfois non. Son nom n'avait jamais été sur l'acte de propriété. Nous avions parlé de changer cela, ou plutôt, il en avait parlé. Et j'avais dit que nous pourrions en discuter plus tard. Plus tard avait une façon de ne jamais arriver. J'ai sorti des boîtes du garage et j'ai commencé à emballer. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas claqué les tiroirs ni rien jeté. J'ai plié ses vêtements avec soin, empilé ses livres. Emballé les objets fragiles dans des serviettes. Même sa collection de choses que je n'avais jamais comprises, des gadgets, des souvenirs. Des babioles, qu'il insistait pour dire qu'elles avaient une signification. Je les ai manipulées avec la même efficacité tranquille. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'acceptation. Le serrurier est arrivé à 16h15 pile. Il était poli, efficace et, heureusement, peu intéressé par ma vie personnelle. À 17h30, chaque serrure avait été changée. Il m'a tendu 4 nouvelles clés. Je l'ai payé en espèces et j'ai regardé son camion disparaître au bout de la rue. J'ai empilé les boîtes proprement dans le garage et j'ai envoyé un dernier texto. Tes affaires sont dans le garage. Tu peux venir les chercher n'importe quand avant dimanche soir. Puis j'ai commandé à dîner et je me suis assise sur mon canapé, fixant l'écran de télévision vide. En attendant. Non pas avec appréhension, mais avec une curiosité étrange et détachée. Qu'il réalise que cette fois, je le pensais vraiment. Quoi qu'il advienne, je savais déjà une chose avec certitude. Je ne le poursuivais plus. Au moment où mon mari est arrivé dans l'allée cette nuit-là. Je savais déjà comment l'histoire était censée se dérouler. J'en avais vécu une version ou une autre 11 fois. La toute première fois qu'il a menacé de partir, nous étions mariés depuis moins d'1 an. Nous nous étions disputés pour une broutille.
Si insignifiante que je ne m'en souviens honnêtement plus très bien. Peut-être l'argent, peut-être son ton. Peut-être la façon dont il a balayé quelque chose qui me tenait à cœur d'un haussement d'épaule et d'une blague qui n'en était pas vraiment une. Ce dont je me souvenais, c'était la façon dont sa voix était devenue plate quand il l'avait dit. Peut-être qu'on s'est précipité, m'avait-il dit, debout dans la cuisine, ses clés déjà à la main. Peut-être qu'on ne devrait pas du tout être marié. J'avais d'abord ri, un rire surpris et nerveux. Parce que les gens ne disaient pas des choses comme ça à moins de les penser. Et je ne croyais pas qu'ils le pensaient. Pas vraiment. Puis il était parti. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise sur le canapé, le téléphone à la main, rejouant chaque mot de notre dispute. Convaincu d'avoir manqué quelque chose d'évident. Au matin, je l'avais appelé 12 fois et envoyé encore plus de textos. Je me suis excusé. J'ai promis que j'écouterais mieux. Je lui ai demandé de rentrer à la maison pour que nous puissions parler comme des adultes. 2 jours plus tard, il l'a fait. Il est arrivé, l'air fatigué et blessé, comme s'il venait de survivre à quelque chose de brutal. Il a dit qu'il avait eu besoin d'espace, qu'il s'était senti dépassé, qu'il m'aimait. Mais que le mariage était difficile. Et que parfois, il avait juste besoin de savoir que je le voulais encore. Je l'ai cru. C'était le début. La 2e fois, j'ai pleuré plus tôt. La 3e fois, j'ai pleuré plus vite. À la 4e, j'avais cessé de faire semblant d'être surprise. J'ai commencé à reconnaître le schéma même en restant piégé à l'intérieur. Il y avait toujours une dispute. Parfois, elle était réelle, le ressentiment s'accumulant, des mots dits trop sèchement. Des problèmes non résolus qui ne le restaient jamais. D'autres fois, c'était presque risiblement petit, une course oubliée, un ton qu'il n'aimait pas. Une expression sur mon visage qu'il décidait de prendre pour un jugement. Puis venait l'escalade. Je ne peux plus faire ça. Tu es impossible à vivre. Je ne pense pas que ce mariage soit sain. Et enfin, la phrase qui tombait comme une menace et une promesse à la fois. Je pars. Il faisait un sac, parfois de manière spectaculaire, en claquant les tiroirs et en marmonnant. Parfois tranquillement, comme s'il voulait avoir l'air noble. Il restait chez sa sœur ou sa mère. Une fois chez un ami du travail, n'importe où qui n'était pas ici. N'importe où qui s'assurait que je savais qu'il pouvait partir. La durée de ses absences variait. 2 jours, 1 semaine, presque 2 semaines, 1 fois. Assez longtemps pour que je craque. Assez longtemps pour que j'envoie des messages de plus en plus frénétiques. Je suis désolé. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Tu me manques. Je ferai mieux. S'il te plaît, rentre à la maison. Quand il revenait, c'était toujours à ces conditions. Il disait des choses comme « Je ne savais pas si tu t'en souciais » ou « J'avais besoin de voir si tu te battrais pour nous ». Parfois, il pleurait. Parfois, il m'accusait de le repousser. Et à chaque fois, d'une manière ou d'une autre. Je finissais par m'excuser de lui avoir donné l'impression que partir était sa seule option. Après la 3e fois, j'ai commencé à tenir un compte. Pas de façon dramatique, pas avec des dates entourées en rouge ou de longues entrées de journal. Juste une note sur mon téléphone, un simple décompte. Je me disais que c'était pour avoir de la perspective, pour ne pas exagérer. Pour ne pas me faire douter de moi-même en pensant que c'était pire que ça ne l'était. Mais le nombre continuait de grimper. 5, 7, 9. Au moment où nous avons atteint 11, le manège avait perdu de son pouvoir, du moins en surface. Des amis me demandaient comment ça allait, et je souriais en disant « On travaille sur nos problèmes ». La famille commentait notre force de tenir bon, que le mariage demandait des efforts. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était à quel point mon monde était devenu petit. J'ai appris à anticiper ses humeurs, appris quel sujet éviter, appris quand reculer. Quand apaiser, quand m'excuser, même si je ne comprenais pas entièrement pourquoi. J'ai arrêté de parler des choses qui comptaient pour moi parce qu'elles se transformaient si souvent. En preuve que j'en demandais trop. Et chaque fois qu'il partait, une partie de moi se brisait un peu plus. Mais une autre partie s'adaptait. Je suis devenu très doué pour survivre à l'incertitude.
Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que la survie avait tranquillement remplacé le partenariat. Mardi dernier, quand son texto a illuminé mon téléphone, je déménage encore. Cette fois. C'est permanent. Mon corps a répondu avant que mes émotions ne puissent suivre. Il n'a pas paniqué car il avait trop bien appris cet exercice. Ce n'était pas nouveau. C'était un réflexe. Mais quelque chose d'autre était différent aussi. Pour la première fois, je n'avais pas peur qu'il parte. J'étais fatigué qu'il revienne. Alors que j'étais assise sur mon canapé ce soir-là, écoutant le bourdonnement silencieux de la maison que je m'étais plié en quatre pour protéger, je me suis finalement autorisé à avoir une pensée que j'avais repoussée pendant des années. Si quelqu'un menace sans cesse de vous quitter, peut-être que ce qu'il veut vraiment, ce n'est pas la distance. Peut-être que ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et peut-être que la seule façon de briser ce cycle est d'arrêter complètement de réagir. Quand la sonnette a finalement retenti plus tard cette nuit-là, stridente et insistante, je n'ai pas sursauté. J'ai jeté un œil à l'horloge. 20h47, pile à l'heure. J'ai coupé le son de la télévision et je suis resté assise sur le canapé. La télécommande toujours à la main, écoutant le son résonner dans la maison. Une sonnerie s'est transformée en 3, puis des coups. Puis le bruit sourd et indubitable d'un poing frappant le bois, de plus en plus fort à chaque fois. Comme si le volume seul pouvait forcer l'obéissance. Evelyne, a-t-il crié, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Je suis resté où j'étais. Il y avait une étrange clarté dans ce moment. Pas du courage, pas du défi, juste de la certitude. Le genre de certitude qui s'installe quand on arrête enfin de se disputer avec la réalité. Pendant 7 ans, cette porte s'était toujours ouverte à un moment ou à un autre. Ce soir, elle ne s'est pas ouverte. Je ne me suis levé que lorsque les coups sont devenus frénétiques. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais être précise. J'ai marché vers la porte lentement, délibérément. Et j'ai parlé à travers le bois épais qui nous séparait. Tes affaires sont dans le garage, ai-je dit. Le code est 7734. Il y a eu un silence de l'autre côté, puis de la confusion. Qu'est-ce que tu veux dire, mes affaires sont dans le garage? Tu as dit que tu déménageais de façon permanente, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé. Je t'ai aidé à déménager. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il lancé. Tu ne peux pas simplement. Evelyne, ouvre la porte. C'est ma maison. Non, ai-je dit. C'est la mienne. Les mots ont eu plus d'impact que prévu. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient factuels. La maison était à mon nom, achetée avant notre mariage, remboursée il y a des années. Un détail qui avait toujours plané en arrière-plan de nos disputes, non dit, mais compris. Il a alors essayé une autre approche. Sa voix s'est adoucie, est devenue presque raisonnable. J'étais contrarié. Tu sais comment je suis. J'avais besoin d'espace. Tu as dit que c'était permanent, ai-je répondu. Tu as dit que tu avais déjà parlé à un avocat. Une autre pause. Je ne le pensais pas comme ça. C'est exactement comme ça que tu le pensais, ai-je dit. Ce sont tes mots. Les cris qui ont suivi étaient impressionnants, créatifs, même. Des accusations superposées à des insultes. L'incrédulité se transformant en rage alors qu'il réalisait que je ne cédais pas. J'ai reconnu chaque tactique. Le choc, la culpabilité, l'indignation. Chacune était une étape familière d'une danse que nous avions exécutée trop de fois. Environ 20 minutes plus tard, des phares ont balayé la façade de la maison, la voiture de sa sœur. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle sortait, gesticulant déjà sauvagement. Déjà prête au combat. Ensemble, ils se tenaient sur mon porche, les voix hautes. Jouant l'indignation pour un public qui n'était pas là. Je n'ai pas ouvert la porte. Finalement, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Le son était presque décevant. Le métal qui se lève, des échos dans l'espace vide. Je suis resté sur le canapé et j'ai fini mon dîner pendant qu'il chargeait les boîtes dans son vue. Mon téléphone a vibré constamment sur la table basse. Texto après texto après texto. Je ne les ai pas lus. Je n'en avais pas besoin.
Je connaissais déjà la progression. Colère, menace, incrédulité, une demande de parler, une insistance sur le fait que j'étais injuste. Quand la porte du garage s'est finalement refermée et que leur voiture est partie. La maison semblait différente. Pas plus légère, pas plus heureuse, juste apaisée. Comme si quelque chose d'instable avait finalement cessé de vibrer. Je suis allé dans le garage et j'ai changé le code. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond sans me réveiller pour vérifier mon téléphone. Le lendemain matin, à 7h00 précise. Quelqu'un a martelé ma porte d'entrée avec assez de force pour faire trembler le cadre. Je savais qui c'était avant même de regarder. Quand j'ai ouvert la porte, ma belle-mère se tenait là, les bras croisés. Les yeux vifs d'indignation. « Tu dois laisser mon fils rentrer à la maison », a-t-elle dit sans même un bonjour. Tout de suite. J'ai souri un tout petit peu. « Bonjour à vous aussi. » Elle n'a pas apprécié, sa bouche s'est crispée. Ne fais pas l'intelligente avec moi. Il a fait une erreur. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Tu. C'est comment il est. Je savais comment il était. C'était ça le problème. Le mariage, c'est le pardon, a-t-elle poursuivi. C'est de surmonter les épreuves. On ne jette pas quelqu'un dehors parce qu'il a eu des émotions. J'ai soutenu son regard fermement. Votre fils m'a quitté de façon permanente 11 fois en 7 ans, ai-je dit. Je lui ai pardonné 11 fois. Je l'ai supplié de revenir 11 fois. Cette fois, je l'ai pris au mot. Son expression a changé, passant par l'incrédulité, la colère et quelque chose proche de la panique. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Il a des droits. Il m'a dit qu'il partait. Il m'a dit qu'il parlerait à un avocat. S'il veut poursuivre cela légalement. Il est le bienvenu. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. Tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit. Mais je ne pense pas. Elle est partie quelques minutes plus tard. Non sans lancer une dernière remarque cinglante sur le fait que j'étais comme mon père. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré et dont elle ne savait rien. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un message vocal, son meilleur ami. J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai sauvegardé. Quelque chose me disait que ce ne serait pas la dernière fois que j'aurais besoin d'une preuve de. Jusqu'où les gens iraient pour protéger une histoire qui avait du sens pour eux. Il est revenu ce soir-là, seul. Pas de sœur, pas de public, pas de voix forte résonnant dans la rue. Quand la sonnette a retenti cette fois, c'était plus doux, presque hésitant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté dans la cuisine, rinçant une tasse qui n'en avait pas besoin. Laissant le son s'installer entre nous. Quand j'ai finalement marché vers la porte, je ne l'ai pas ouverte. Evelyne, a-t-il dit. Sa voix était plus mince que je ne l'avais jamais entendue. Pouvons-nous juste parler? Nous pouvons parler, ai-je répondu, posant ma main contre le cadre de la porte. Tu peux parler de là. Il y a eu une pause. Je l'imaginais debout sur le porche, les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées. Il faisait toujours ça quand il voulait paraître plus petit qu'il ne l'était. C'est ridicule, a-t-il dit, mais sans conviction. Je suis ton mari. Tu as dit que tu partais de façon permanente, ai-je dit. Tu as dit que tu avais déjà parlé à un avocat. Silence. As-tu menti à propos de l'avocat, ai-je demandé. Rien. As-tu menti sur le fait de partir de façon permanente? Le silence s'est étiré assez longtemps pour devenir une réponse à lui seul. Finalement, il a expiré. J'étais contrarié. Contrarié par quoi, ai-je demandé. Nous ne nous disputions pas, a-t-il dit rapidement, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Nous avons regardé un film la veille. Tu t'es endormi sur mon épaule. Tout allait bien. J'avais besoin d'espace. Pourquoi, ai-je insisté. Une autre pause, puis plus doucement. J'avais besoin de savoir que tu tenais encore à moi. Le voilà. L'aveu a atterri entre nous comme quelque chose de fragile enfin posé après des années à être manipulé trop brutalement. J'ai fermé les yeux, non pas parce que ça faisait mal.
mais parce que cela confirmait tout ce autour de quoi je tournais depuis si longtemps. Alors, tu as menacé de me quitter, ai-je dit lentement, pour voir si je te poursuivrais. Ce n'est pas, il s'est arrêté, a recommencé. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'était. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Je t'aime, a-t-il dit, le désespoir s'insinuant. J'avais juste besoin de sentir que tu m'aimais aussi. J'ai appuyé mon front contre la porte. Je t'ai montré que je t'aimais chaque jour pendant 7 ans, ai-je dit. Ce n'était pas assez. Tu avais besoin de drame. Tu avais besoin que je panique. Tu avais besoin que... Je te supplie de ne pas partir. Ce n'est pas juste, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je me battais pour nous. Non, ai-je dit doucement. Tu me testais. Il a alors commencé à pleurer, de vraies larmes. Le genre qui me désarmait instantanément auparavant. J'ai attendu l'attirance familière dans ma poitrine, l'instinct de le réconforter. D'ouvrir la porte et d'arranger les choses. Il n'est pas venu. Alors c'est tout, a-t-il demandé après un moment. 7 ans, juste. Rien. 7 ans, ça signifie beaucoup, ai-je dit. Ça signifie que j'ai passé 7 ans à essayer d'être assez pour quelqu'un qui n'arrêtait pas de changer les règles du jeu. Ça signifie que j'ai fini de jouer à un jeu auquel je n'ai jamais accepté de participer. Il est resté là quelques minutes de plus, respirant de manière irrégulière, espérant. Attendant que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Finalement, il est parti. Cette nuit-là, j'ai enfin lu les messages qu'il avait envoyés au cours des derniers jours. Il y en avait 63. Il passait d'une émotion à l'autre si rapidement que j'en avais la tête qui tournait. Tu ne vas vraiment pas m'appeler ? C'est immature. Très bien, fais comme tu veux. Je n'arrive pas à croire que tu as vraiment changé les serrures. Tu te sentiras stupide quand tu réaliseras ce que tu as fait. Je rentre à la maison demain et tu as intérêt à arranger ça. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Je suis désolé. D'accord, c'est ce que tu veux. S'il te plaît, appelle-moi. Je te déteste. Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai posé le téléphone, épuisé, rien qu'à la lecture. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Il m'a dit des choses que je ne voulais pas entendre. Même si la maison était à moi avant le mariage. Même si elle avait été remboursée avec de l'argent d'héritage. Mon mari pouvait toujours avoir droit à une partie de sa valeur ajoutée. Selon les circonstances, je pourrais aussi devoir une pension alimentaire pour conjoint. J'ai eu la nausée en entendant les chiffres. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Du soulagement. Commençons la procédure, lui ai-je dit. 2 semaines plus tard, mon mari a reçu les papiers du divorce à l'appartement de sa sœur. Selon mon avocat, il a crié si fort que les voisins ont appelé la police. Pensant que quelqu'un se faisait agresser. Sa réponse a été d'engager son propre avocat. Quelqu'un connu pour sa défense agressive dans les situations de divorce injustes. Sa famille a aidé à payer la compte. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs. L'histoire qu'il racontait à qui voulait bien l'entendre était simple et accablante. J'avais soudainement et sans avertissement jeté mon mari hors de sa maison. J'ai arrêté de me défendre. Les gens qui me connaissaient la vérité. Ceux qui ne la connaissaient pas ne valaient pas la peine d'être corrigés. Puis est venue la déposition. Mon avocat m'avait conseillé de tout documenter. Alors, j'ai tout apporté. Les textos, les horodatages. Le message vocal sauvegardé de son meilleur ami m'accusant de violence psychologique pour avoir pris ses mots au pied de la lettre. Quand son avocat a commencé à me dépeindre comme contrôlante et cruelle. Mon avocat a fait glisser les preuves sur la table. Les 11 incidents de « je pars ». Son aveu écrit qu'il me testait. Et enfin, le joyau de la couronne. Une capture d'écran d'une conversation de groupe qui m'a été transmise par quelqu'un qui avait décidé que je méritais de connaître la vérité. Dedans, mon mari se vantait de sa stratégie. La faire transpirer. La laisser paniquer. Puis je reviendrai et elle sera reconnaissante. La pièce est devenue très silencieuse. Le visage de son avocat, en lisant cela,
valait presque tout ce qui avait précédé. Le visage de mon mari, quand il a réalisé que je l'avais, était encore mieux. « Où as-tu eu ça ?» a-t-il exigé. « Un de tes amis a pensé que je devrais savoir, ai-je dit. »« Qui ?» Sa voix était tranchante de trahison. « Qui me ferait ça ?» L'ironie de son utilisation de ce mot ne m'a pas échappé. La médiation était prévue pour un mercredi matin. Mais la guerre a commencé bien avant que nous ne nous asseyions dans la même pièce. Elle s'est déroulée discrètement au début. Par des commentaires indirects et des histoires à moitié formées qui me parvenaient par d'autres personnes. Des amis communs, des parents éloignés. Des collègues qui me regardaient soudainement un peu trop attentivement quand mon nom était mentionné. Apparemment, j'étais un monstre. Maintenant, selon la version qui circulait dans sa famille, j'avais craqué sans avertissement. Je l'avais enfermé dehors dans un moment de cruauté froide. J'avais jeté ses affaires dans des boîtes comme des ordures. Je l'avais laissé sans abri et traumatisé, pris au dépourvu par une femme qu'il pensait l'aimer. Ce qu'ils ne disaient pas, ce qu'ils avaient soigneusement omis, c'était le message texte. Le mot encore, les 11 fois précédentes. J'ai découvert à quel point le récit était devenu déformé lorsque sa tante m'a acculé sur le parking d'une épicerie. « Je ne sais pas comment tu peux vivre avec toi-même », a-t-elle dit. Les bras étroitement croisés sur sa poitrine, après tout ce qu'il a traversé. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde de cette manière creuse et désorientante où la réalité et la fiction se heurtent. Je vis très bien, ai-je dit, et je suis parti. Son avocat s'est fortement appuyé sur cette histoire lors des appels préliminaires. Il a dépeint mes actions comme calculées et vengeresses. A suggéré que j'attendais une excuse pour affirmer mon pouvoir. Que je l'avais manipulé pour qu'il parte afin de pouvoir l'humilier. J'ai écouté sans interrompre. Mon avocat a écouté aussi, calme, patient, presque ennuyé. Parce que nous avions quelque chose qu'il n'avait pas. Une trace écrite. Chaque menace de partir, chaque déclaration dramatique. Chaque j'ai besoin d'espace qui se terminait toujours par mes supplications et mes excuses. Quand la médiation a finalement commencé, la pièce semblait lourde d'attente. Mon mari était assis en face de moi, les épaules carrées. La mâchoire serrée comme s'il se préparait à un combat. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Son avocat a parlé en premier, a exposé leurs exigences avec une confiance confinant à l'arrogance. Pension alimentaire pour conjoint, une revendication sur la valeur ajoutée de la maison. Une indemnisation pour détresse émotionnelle, l'implication que j'avais détruit sa stabilité. Sa confiance, son sentiment de sécurité. Puis ce fut au tour de mon avocat. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des dates, des heures. Des schémas si évidents qu'ils me mettaient presque mal à l'aise rétrospectivement. 11 messages qui disaient tous une version de « je pars ». 11 disparitions. 11 retours. Chacun suivant mes excuses. Puis sont venus les textos où mon mari admettait qu'il me testait. Où il disait qu'il avait besoin de voir si je me battrais pour lui. Puis le message vocal. La voix de son meilleur ami a rempli la pièce, minuscule, à travers un petit haut-parleur. Tu es émotionnellement abusive en prenant ces mots au pied de la lettre, disait-il. Tu sais ce qu'il voulait vraiment dire. J'ai regardé mon mari tressaillir alors que sa propre défense s'effondrait sous le poids de ces mots. Et des gens qui avaient essayé de le protéger. Et puis finalement, la conversation de groupe. La médiatrice s'est penchée en avant, les yeux se plissant légèrement en lisant. Mon mari s'est agité sur sa chaise. Son avocat a cessé de parler. Personne n'avait besoin d'expliquer. La stratégie était là, en toutes lettres. Le contrôle, la manipulation, la satisfaction. La pièce est redevenue silencieuse, plus lourde cette fois. La médiatrice s'est éclaircie la gorge. Je pense, a-t-elle dit prudemment, que nous devons réévaluer les attentes. Ce qui a suivi a été épuisant. Son avocat a insisté pour la pension alimentaire. Affirmant que mon mari avait sacrifié des opportunités de carrière pour notre mariage. Qu'il était resté dans un travail qu'il n'aimait pas pour maintenir notre stabilité. Qu'il avait fait passer mes besoins en premier. Mon avocat a contré avec des faits.
Il avait été employé sans interruption. Il avait été promu 2 fois. Nos revenus étaient comparables. La maison avait été achetée et remboursée avant le mariage. Il n'avait contribué en rien à l'hypothèque. Et superposé à tout cela se trouvait la preuve de la manipulation émotionnelle. Des années de cela, documentées et indéniables. La médiatrice avait l'air fatiguée à la fin. Pas sympathique. Juste épuisée par le volume de non-sens qui avait finalement été dépouillé de son vernis. L'accord, quand il est arrivé, a semblé presque décevant. Il n'a rien obtenu de la maison. J'ai accepté de lui verser $300 par mois de pension alimentaire pendant 12 mois. Un montant symbolique qui a permis à son avocat de revendiquer une victoire sans récompenser le comportement qui nous avait amenés là. Il a gardé sa voiture, ses comptes de retraite, ses effets personnels. J'ai gardé la maison et quelque chose de bien plus précieux. Quand les termes ont été acceptés. Mon mari a fixé la table comme si elle l'avait personnellement trahi. Ce n'était pas comme ça que ça devait se terminer. Il s'était attendu à un levier, à un contrôle, à un dernier rebondissement en sa faveur. Au lieu de cela, il a eu des conséquences. Alors que nous nous levions pour signer les papiers, il m'a finalement regardé. Pas en colère, pas triste, confus. Je pensais vraiment que tu reviendrais sur ta décision, a-t-il dit doucement. Tu l'as toujours fait. J'ai soutenu son regard sans ciller. C'était avant que je ne réalise que je n'étais pas aimé, ai-je dit. J'étais géré. Il n'a pas eu de réponse. À l'extérieur du bureau de l'avocat, sa mère attendait. Elle s'est lancée sur moi dès qu'elle nous a vus. Accusation, blâme, un refrain familier sur la façon dont j'avais détruit son fils. J'ai écouté, puis j'ai dit la même chose que j'avais dite depuis le début. Il m'a dit qu'il partait de façon permanente. Je l'ai pris au mot. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour la première fois, sa sœur, qui se tenait à quelques mètres de là, ne s'est pas jointe à elle. Elle a regardé le trottoir, la mâchoire serrée. Comme si quelque chose avait peut-être enfin fait déclic. Allons-y, leur a dit mon mari, d'un ton sec et embarrassé. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai entendu sa mère dire, « Ne t'inquiète pas. Mon chéri. Tu trouveras quelqu'un de mieux, quelqu'un qui te mérite. » J'ai failli rire. Presque. 6 semaines après la finalisation du divorce, ma vie était devenue presque méconnaissable. Pas de manière grandiloquente et cinématographique. Il n'y a pas eu de relooking spectaculaire, pas de déménagement soudain. Pas de grande déclaration de réinvention. Le changement est venu doucement. Dans l'absence de choses dont je n'avais pas réalisé qu'elles me pesaient. La maison était silencieuse. Un bon silence. Pas le genre de silence creux qui résonne de solitude. Mais le genre constant et respirable qui laisse vos épaules se détendre lorsque vous franchissez la porte. Fini de me préparer avant de tourner la clé. Fini de scruter la pièce à la recherche de signes d'une humeur imminente. Fini de me demander quelle version de mon mari j'allais retrouver ce soir-là. J'ai réarrangé les meubles du salon. Déplaçant le canapé pour qu'il fasse face à la fenêtre au lieu de la télévision. J'ai peint la chambre d'une couleur que j'aimais vraiment. Un vert sourd qui semblait calme au lieu d'être un compromis. J'ai transformé la chambre d'amis en bureau à domicile. Quelque chose dont j'avais parlé pendant des années mais que je n'avais jamais fait parce que ce n'était pas le bon moment. Apparemment, le bon moment attendait que je sois seul. J'ai commencé à voir un thérapeute. Je disais ça aux gens avec un demi-sourire, comme si c'était une blague. Oui, je vois un thérapeute. Poursuivez-moi. Mais la vérité, c'est que ça m'a sauvé de répéter la même histoire sous une forme différente. Elle a écouté sans interrompre pendant que je décrivais le cycle, le départ, le retour. Les excuses qui étaient toujours les miennes. Quand j'ai eu fini, elle a hoché lentement la tête. Il y a un terme pour ce que vous avez vécu, a-t-elle dit. Cela s'appelle le renforcement intermittent. Elle l'a expliqué de manière clinique, calme, l'imprévisibilité. La façon dont l'affection devient une récompense distribuée de manière incohérente. Comment les hauts semblent enivrants précisément parce que les bas sont si douloureux. Comment le cerveau devient dépendant du soulagement. C'était comme si quelqu'un m'avait enfin donné une carte d'un endroit où j'étais perdu depuis des
Année. C'est pour ça que vous êtes resté, a-t-elle dit doucement. Non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez conditionné. Cela comptait plus que je ne l'aurais cru. J'ai entendu par des amis communs que mon ex-mari racontait à qui voulait l'entendre qu'il l'avait échappé belle. Que j'avais toujours été contrôlante, qu'il était enfin libre et plus heureux que jamais. Ces réseaux sociaux reflétaient parfaitement cette histoire, des citations sur la guérison. L'estime de soi et l'apprentissage de s'éloigner de la toxicité. Je l'ai bloqué partout. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point cela m'a peu dérangé. Je n'ai pas ressenti le besoin de corriger le récit. Je ne me suis pas senti sur la défensive. Les gens qui comptaient savaient déjà qui j'étais. Le reste n'était que du bruit de fond. Je suis tombé sur une de nos amies communes à l'épicerie un après-midi. Elle a semblé mal à l'aise au début. Comme si elle ne savait pas quelle version de l'histoire elle était censée croire. « Salut, ai-je dit. Comment vas-tu ? » Bien, a-t-elle répondu, puis a hésité. « Écoute, je suis désolé. Je ne connaissais pas vraiment toute l'histoire. Peu de gens la connaissaient, ai-je dit. » Elle a hoché la tête. J'ai vu ses captures d'écran. La conversation de groupe. Je n'arrive pas à croire qu'il ait parlé de toi comme ça. Oui, ai-je dit, c'était une découverte amusante. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté doucement. Je ne pense pas qu'il ait jamais compris ce qu'il avait. Rien n'était jamais assez pour lui. J'ai souri, un petit sourire sincère. Je sais. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous nous sommes séparés. C'était comme une sorte de conclusion dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les paiements de la pension alimentaire ont commencé le mois suivant. $300 transférés automatiquement. J'ai tout configuré pour ne pas avoir à y penser. C'était moins que ce que j'avais dépensé au fil des ans pour essayer de le garder heureux. Petite gâterie, voyages impulsifs, offrande de paix déguisée en générosité. Au moins, cela avait une date de fin. Mon avocat a appelé un après-midi pour me dire que l'avocat de mon ex-mari avait tenté de faire appel de l'accord, affirmant que j'avais caché des actifs. Le juge a rejeté la demande presque immédiatement. Apparemment, a dit mon avocat sèchement. Revendiquer des actifs cachés nécessite la preuve que des actifs ont effectivement été cachés. J'ai ri pour la première fois depuis des jours. La vie a pris un rythme. Travail, thérapie. Des soirées passées à lire ou à cuisiner des repas que je n'avais pas à négocier. Des amis dont je m'étais éloigné sont lentement réapparus. L'un d'eux a admis qu'il avait essayé de dire quelque chose il y a des années et qu'il avait reculé. Quand je m'étais mise sur la défensive. Je suis juste content que tu te sois enfin réveillé, a-t-il dit. Moi aussi, ai-je répondu. Un soir, assise sur mon canapé avec un verre de vin et les fenêtres ouvertes. Mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Pouvons-nous parler ? J'ai fixé le message un instant. Pas de colère, pas de montée d'émotion, juste de la reconnaissance. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. La maison était de nouveau silencieuse. Pas de test, pas de menace, personne n'attendant de voir si je réagirais correctement. J'ai pensé à ce qu'il avait dit pendant le divorce. Qu'il avait toujours cru que je reviendrais sur ma décision. Et il avait raison. Je l'avais toujours fait parce que je pensais que l'amour signifiait l'endurance. Que l'engagement se mesurait à la quantité de choses que l'on pouvait supporter tout en restant. Maintenant, je sais mieux. L'amour n'est pas une question de souffrance. Il ne s'agit pas de prouver que l'on poursuivra quelqu'un qui ne cesse de fuir. Il s'agit de deux personnes qui se choisissent mutuellement sans peur, sans jeu. Sans test constant de loyauté. Cette version de ma vie, la calme, la stable, n'est pas dramatique. Mais elle est paisible, et c'est suffisant. Si je pensais que le plus dur était passé une fois les papiers signés, je me trompais. Le divorce a mis fin au mariage. Il n'a pas mis fin aux conséquences. Ce qui a suivi a été plus calme, plus subtil. Mais à certains égards plus révélateur que tout ce qui avait précédé. Le premier contre-coup est venu par d'autres personnes. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont soudainement pris contact.
Certains avec prudence, certains maladroitement. Certains manifestement incertains de la version de l'histoire qu'ils étaient autorisés à croire. Je ne savais pas quoi dire, a admis une femme autour d'un café. Il a fait croire que tu avais juste craqué. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas offensé. Je comprenais à quel point il pouvait être convaincant quand il en avait besoin. Il a dit aux gens que je l'avais mis dehors sans avertissement, a-t-elle poursuivi. Que tu avais changé du jour au lendemain. Je n'ai pas changé du jour au lendemain, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de réagir. Cette distinction était importante. La nouvelle a circulé lentement mais sûrement. Non pas parce que je me suis défendu, car je ne l'ai pas fait. Mais parce que les gens ont commencé à comparer les notes. Les histoires qui ne collaient pas tout à fait, les réactions émotionnelles qui semblaient répétées. Les détails qui changeaient en fonction du public. Le deuxième contre-coup est venu de sa famille. Sa mère a complètement cessé d'appeler après l'accord. Sa sœur, non. Elle a envoyé un seul message. Court et sec. Je ne comprenais pas avant. Je comprends maintenant. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Je n'ai pas répondu. Non par dépit, mais par honnêteté. Certaines prises de conscience arrivent trop tard pour reconstruire la confiance. Même si elles sont sincères. Le troisième contre-coup est venu de lui. Il ne m'a pas contacté directement. Pas au début. Au lieu de cela, il a essayé de tourner autour, apparaissant dans des endroits où il savait que je serais. Mentionnant mon nom dans des conversations destinées à me parvenir indirectement. Demandant à des amis communs si j'allais bien. De l'inquiétude déguisée en pertinence. J'ai tout ignoré car j'avais enfin compris quelque chose de crucial. La distance était le seul langage qui l'ait jamais arrêté. La maison a continué à changer avec moi. J'ai donné des meubles que nous avions choisis ensemble. Vidé des placards qui semblaient autrefois encombrés de compromis. Chaque petite décision ressemblait à une reconquête d'espace, non seulement physique, mais aussi mentale. Je n'étais pas en train de reconstruire. J'étais en train de désapprendre. Et plus je mettais de distance entre moi et le mariage, plus une vérité devenait claire. Il n'avait pas perdu le contrôle parce que j'étais cruel. Il avait perdu le contrôle parce que je n'étais plus disponible pour être contrôlé. Le message est arrivé un dimanche soir. Un nouveau numéro. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose en moi était curieux, pas plein d'espoir. Curieux de la manière dont on l'est quand on connaît déjà la fin. Mais qu'on veut voir comment quelqu'un d'autre la raconte. J'ai beaucoup réfléchi. Je sais que je n'ai pas bien géré les choses. Je pense que la thérapie m'aide à comprendre mes schémas. Je veux juste tourner la page. Tourner la page. Ce mot était devenu un favori parmi les gens qui voulaient un accès sans responsabilité. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé. Je ne demande pas à ce qu'on se remette ensemble. Je veux juste parler. Le voilà. L'adoucissement familier, le cadrage prudent, pas exigeant, pas menaçant, raisonnable. La version de lui conçue pour contourner mes défenses. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. 7 ans plus tôt, j'aurais répondu instantanément. Je me serais senti responsable de son inconfort, de sa confusion. De son besoin de se sentir résolu. Maintenant, je ressentais quelque chose de différent. Du détachement. Parce que tourner la page, j'avais appris, n'est pas quelque chose qu'une autre personne vous donne. C'est quelque chose que vous décidez de ne plus avoir besoin d'eux. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, en ai tapé une autre, l'ai effacée aussi. Finalement, je n'ai rien envoyé. 10 minutes plus tard, le ton a changé. Alors c'est tout. Tu ne veux même pas me parler. Le revoilà. Le test. J'ai bloqué le numéro. Ce fut la dernière tentative. J'ai appris plus tard par quelqu'un qui n'aurait pas dû me le dire qu'il avait sombré après ça. Pas de façon dramatique, pas publiquement, mais intérieurement. Le genre de spirale qui se produit quand une personne réalise que ses anciennes stratégies ne fonctionnent plus. Il a dit aux gens que j'étais froide,
que j'avais changé, que je l'avais exclu. Il n'avait pas tort. Je l'avais fait, parce que l'accès émotionnel est un privilège, pas un droit acquis par l'histoire. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pas de rêve, pas de conversations répétées dans ma tête, pas de disputes imaginaires. Juste du repos. Les gens continuent de me demander si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Pas le divorce. Cette partie est évidente. Mais le changement de serrure, le silence, le refus de le rencontrer à mi-chemin une dernière fois. Il le demande prudemment, comme s'il s'attendait à de la culpabilité. Je n'en ressens aucune. Pendant 7 ans, je me suis plié en 4 pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Je me suis excusé pour des réactions qui étaient raisonnables. J'ai couru après des menaces qui n'étaient jamais censées être réelles. J'ai appris à confondre l'anxiété avec l'amour et le chaos avec la passion. Ce seul texto, d'accord, était la première fois que je traitais ces mots comme étant définitifs au lieu d'une monnaie d'échange émotionnelle. Et apparemment, c'était impardonnable, parce que dans sa version de l'amour, mon travail était de poursuivre éternellement. De prouver ma dévotion en ne le laissant jamais partir, de paniquer sur commande. Non merci. La maison est calme ce soir. Je suis assise sur le canapé, les lumières basses, les fenêtres ouvertes. La ville bourdonne à l'extérieur, distante et constante. Mon téléphone n'a pas vibré depuis des heures. Personne ne me teste. Personne ne menace de partir. Personne n'attend de voir si je réagirai correctement. Je pense à qui j'étais au début de ce mariage. À quel point j'étais certaine que l'amour signifiait l'endurance. Que rester, peu importe le coût, était une preuve de caractère. Maintenant, je sais mieux. L'amour ne se mesure pas à la quantité de douleur que l'on tolère. Il n'est pas prouvé par la peur. Et il ne nécessite pas de disparaître pour garder quelqu'un d'autre près de soi. Ce qui reste maintenant, ce n'est pas la colère. C'est la clarté, la paix, et la connaissance que lorsque quelqu'un dit qu'il part. Parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, c'est de le croire. Le plus étrange n'était pas le silence. C'était la rapidité avec laquelle mon corps a appris qu'il était en sécurité à l'intérieur. Pendant des années, le silence avait signifié le danger. Le calme avant la prochaine tempête émotionnelle. La pause où je scrutais chaque détail, son ton, sa posture, la façon dont il fermait la porte. Pour prédire quelle version de lui allait arriver. Le calme n'avait jamais été neutre. C'était un avertissement. Maintenant, c'était juste le calme. Je l'ai remarqué de petites manières, presque embarrassantes. La façon dont j'ai arrêté de sursauter quand mon téléphone vibrait. La façon dont je préparais le dîner sans répéter mentalement une excuse. La façon dont je pouvais laisser un verre sur le comptoir sans me préparer à un commentaire. Pas de terrain miné. Pas de feuille de calcul mental pour suivre les humeurs et les résultats. La liberté ne s'est pas annoncée bruyamment. Elle s'est glissée à l'intérieur et y est restée. Quelques mois après que tout se soit terminé, j'ai trouvé la vieille note sur mon téléphone. Celle où j'avais tenu le compte. 11 traits, pas d'explication, pas de commentaires, juste des marques. La preuve qu'à une époque, j'avais eu besoin d'une preuve que ma mémoire ne me mentait pas. Je l'ai supprimée, non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que je n'en avais plus besoin. Les gens posent encore des questions. Ils le feront toujours. Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort? Pourquoi n'en avez-vous pas discuté? Ne penses-tu pas que changer les serrures était extrême? Je répondais honnêtement quand j'en avais envie et pas du tout quand je n'en avais pas envie. Mais la réponse, dépouillée de toute politesse, était toujours la même. J'ai essayé pendant 7 ans. J'en ai discuté 11 fois. Et les serrures n'étaient pas extrêmes. Elles étaient définitives. Il y a une différence. Un soir, en triant un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des lustres, j'ai trouvé notre album de mariage. Des pages lourdes, des visages souriants, une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Pleine d'espoir, certaine, convaincue que l'amour signifiait rester quoi qu'il arrive. Je n'ai pas ressenti de colère en regardant ces photos. J'ai ressenti de la compassion pour la femme qui pensait que l'engagement signifiait endurer la confusion.
Pour la femme qui confondait l'intensité avec l'intimité. Pour la femme qui croyait qu'être choisie nécessitait une preuve constante. J'ai fermé l'album et l'ai remis sur l'étagère. Ni caché, ni détruit, juste placé. Certains chapitres n'ont pas besoin d'être effacés pour être terminés. Le dernier message que j'ai jamais reçu à son sujet est venu d'une connaissance commune des mois. Plus tard. Désinvolte, sans importance. Il allait mieux. Il travaillait sur lui-même. Il avait beaucoup appris. J'espérais que c'était vrai. Mais je n'avais pas besoin que ce le soit, car la leçon qui comptait n'était pas la sienne. C'était la mienne. J'ai appris que l'amour n'est pas un test que l'on réussit sans cesse sous la menace de l'abandon. Que les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des informations. Que prendre quelqu'un au mot n'est pas de la cruauté. C'est du respect. Et j'ai surtout appris ceci, quand quelqu'un menace sans cesse de partir, il vous dit quelque chose. Pas sur sa douleur, pas sur vos échecs. Il vous dit qu'il est prêt à utiliser la perte comme un levier. Au moment où vous cessez de répondre à ce levier, le jeu se termine. Ce soir, la maison est encore silencieuse. Je suis assise dans le même salon où j'attendais autrefois le bruit des clés dans la serrure. Le cœur battant, répétant des excuses. Les meubles sont différents maintenant. Les murs sont d'une couleur que j'ai choisie sans compromis. L'air semble stable. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.